à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 106e numéro. Très heureux de vous retrouver en ce lundi matin pour débriefer de toute l'actualité autour du Paris Saint-Germain. Et l'actualité, c'était évidemment le match de samedi à 17h entre Metz et le Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain, 3-1. Donc, qui a mis la pression sur ses concurrents qui ont joué depuis et qui ont gagné notamment Lille et Monaco. On en parlera tout à l'heure au classement. C'est Lyon qui fait la mauvaise opération des 4 de devant cette course au titre effrénée qui n'arrête pas de semaine en semaine et qui nous tient en haleine, nous les amoureux de la Ligue 1 et du PSG aussi, pour surtout ceux qui sont là. Pour parler de tous ces sujets, évidemment, on parlera aussi du match de mercredi soir, le quart de finale, la demi-finale, pardon, j'ai tellement pas l'habitude qu'on est en demi, la demi-finale aller contre Manchester City au Parc des Princes mercredi soir à 21h. On se projettera, on parlera un peu de la dynamique de Manchester City. Pour parler de tous ces sujets très intéressants, pour m'accompagner, Mousse tout d'abord. Comment vas-tu, Mousse? Salut Hugo, salut tout le monde. Bah écoute, ouais, ça va. Ça aurait été mieux si nos amis lyonnais avaient fait le job, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comme l'a dit Yacine avant le démarrage du podcast, est-ce qu'on pouvait vraiment compter sur Rudy Garcia pour nous filer un coup de main? Bon, bah, on a eu la réponse. Pendant une mi-temps, on y a cru. Je présente le deuxième qui va nous accompagner, Yacine Amned. Salut Yacine. Salut à tous. Pendant une mi-temps, on y a cru quand même 2-0. Alors, oui, il y a le but de Burak Yilmaz en fin de première période, ce magnifique coup franc, mais sinon, sur la première, Lyon était bien meilleur que Lille, on est d'accord. Ouais, mais je sais pas si j'y ai cru, parce que Lyon, si pour ceux qui regardent un peu le Lyon, Lyon déjà il joue qu'une mi-temps par match. Ouais, Comme ça alors, a été la première, je me suis dit qu'en deuxième il allait se passer quelque chose, et comme Bourak il a eu la bonne idée de marquer juste avant la mi-temps, bah voilà. tu gagnes, tu regagnes les vestiaires avec un regain de confiance et de forme, et là, tu attaques la deuxième, tambour Ouais, battant. puis comme Lyon ils ont un gros caractère, avec un entraîneur avec du caractère, effectivement on se doutait pas qu'ils allaient s'effondrer, mais c'est pas grave. Et hop, déjà une balle pour l'ami Rudy Garcia. Et enfin, pour terminer la bande, Clément Perniac est avec nous. Comment ça va, Clément? Ça me fait plaisir de te retrouver en tant que. Je t'ai vu en tant qu'animateur, tu m'avais remplacé, mais je suis content de t'avoir en tant que chroniqueur. Quand je suis là, c'est parce que t'es pas là normalement. Donc, Ah oui, c'est pour ça. On n'est plus longtemps, Clément. On est plus écoute, sur. ça va, franchement, hein, le PSG est encore en Ligue des Champions, peut être champion de France, est encore en Coupe de France. Donc, fin de saison excitante. On est tous très, très contents de voir cette dynamique encore en lice. D'habitude, on fait 6 mois à fond et dans le sprint final, on n'est plus là. Bah là, c'est l'inverse. On a fait 6 mois moyens et puis là, on est encore là partout. Donc, on espère que ça va durer. En tout cas, on est tous très contents. Et toi, tu es bien très bronzé aussi, Clément, je vois là. Tu prends bien le soleil, toujours le 1. J'ai fait un petit séjour dans le sud. Ah, t'as bien raison de profiter de ce beau soleil. Donc, on va revenir sur le match de samedi qui avait lieu entre Metz et le Paris Saint-Germain. Victoire 3-1 du Paris Saint-Germain et donc au classement par rapport à ses autres concurrents. Lille, donc on en parlait tout de suite, a gagné dans ce match, dans cette confrontation directe entre adversaires du top 4. Lille a gagné 3-2 face à Lyon après avoir été mené 2-0 remontada des hommes de Christophe Galtier. Et donc Lille est premier avec 73 points. Paris est donc deuxième à 72 points. Monaco qui a gagné d'une courte tête, mais un but précieux de Wissam Ben Yedder qui a permis aux hommes de Niko Kovac de l'emporter. Monaco est troisième avec 71 points. Et Lyon, qui fait donc la mauvaise opération de ce week-end, est à la quatrième place avec 67 points et donc déjà 4 points d'écart avec Monaco. Lyon semble donc décrocher. Sur ce classement, Yacine, on s'est dit après, par rapport notamment à la première période de Lille-Lyon, on s'est dit Paris a fait la bonne opération, il a joué avant les autres, il leur a mis la pression, etc. Ils ont fait le boulot, ça va le faire. Monaco, bon, on s'en doutait un peu qu'ils allaient gagner contre Angers. Bon, au final, voilà, statu quo, on va dire devant. Lille est toujours premier, il reste que 4 matchs. Ça commence à se resserrer, les matchs, il n'y en a plus beaucoup. Mais Paris, voilà, est toujours dans la lutte, évidemment, et n'a pas lâché. Normalement, on changeait d'avis chaque week-end. Là, on a changé d'avis carrément dans le même match. À la mi-temps, on se dit, ouais, finalement, peut-être que. Et puis, bon, à l'arrivée, non. Mais en fait, de toute façon, je pense que ce sera serré jusqu'au bout. Et je pense aussi que bon, Lyon a fait effectivement la mauvaise opération, parce qu'à là, maintenant, ils décrochent. Ils ont pratiquement un match et demi de retard. Il reste que 4 journées. Voilà, on en parlait rapidement entre nous. Je pense qu'il y a Lille. Après, je vais dire ça, mais ça se trouve, je vais être contredit dès la semaine prochaine. C'est monté le week-end prochain, voilà. Ah ouais. Mais bon, pour moi, le titre, il se jouera face à Lens dans le derby. Voilà, je vois pas Lille perdre des points ailleurs, mais cette saison, elle est tellement bizarre qu'on voyait pas non plus Lille perdre des points contre Nîmes, et ils en ont perdu.
Donc, vous ne voyez pas Paris perdre des points contre Nantes et ils en ont perdu. Donc, Et, bon, écoute, il reste 4 journées, c'est vrai que ça fait pas beaucoup, mais il y a assez de journées encore pour, euh, pour prendre le titre. Et je sais pas, quelque part, je me dis, si tu fais le plein, je pense que tu seras champion quand même. Je pense que Lille ne fera pas le plein. j'ai noté les adversaires qui restent pour les 4 équipes, Clément, mais par exemple, Lille, face au top 4, contrairement au Paris Saint-Germain, Lille, c'est 3 victoires, 3 défaites, 3 victoires, 3 nuls, 0 défaites face au top 4. Donc ça compte aussi dans le petit point d'avance qu'ils ont sur Paris et les points d'avance qu'ils ont sur Monaco. Mais Clément, c'est vrai que si on regarde un peu les calendriers, Lille, il leur reste Nice, Lens, Saint-Etienne, Angers. Donc comme le disait Yacine, Lens va être le juge de paix un peu, parce que le PSG aussi affrontera Lens pour son match la semaine prochaine en Ligue 1, puis Rennes, Reims et Brest. Monaco, il leur reste Lyon, voilà le match un peu le dernier match entre concurrents du top 4, puis Reims, Rennes et Lens, Lens qui jouera donc Lille, Paris et Monaco. Et puis Lyon, il leur restera Monaco, Lorient, Nîmes et Nice. Sur les matchs qui restent à jouer, toi, tu vois quelle dynamique, tu vois quelle équipe un peu lâcher des points à un moment par rapport au match qui reste? Déjà, sur le statu quo que tu as dit tout à l'heure, moi je pense que malgré tout, Paris a fait une bonne affaire ce week-end parce que dans ce match à 4, on redoutait malgré tout que, et c'était possible, que Paris finisse quatrième. C'était une hypothèse et fallait pas l'écarter. Aujourd'hui, on sent malgré tout Lyon décrocher et ça garantit au moins le podium, entre guillemets, même si encore une fois tout peut arriver. Donc Paris sort quand même gagnant avec Monaco et Lille de ce week-end. Surtout Pour qu'il y a finir, Monaco-Lyon, voilà. donc automatiquement, Il y en a, il y en a qui vont encore perdre des points. oui, il y en a qui va laisser des plumes. Moi, malgré tout, sur les derniers matchs, je vois quand même Lille. Je pense que ce match d'hier soir a fait beaucoup de bien à Lille, notamment psychologiquement. Et je les vois faire le plein, sauf peut-être contre Lens. Et ça va vraiment être le match, comme l'a dit Yacine, parce que c'est un derby, parce que Lens voudra leur faire mal, parce que Lens a encore un enjeu en championnat, c'est-à-dire d'aller chercher la 5e place. Donc ça peut faire la différence. En revanche, je ne les vois pas aller perdre des points contre Saint-Étienne, contre Angers, contre Nice, parce que aujourd'hui, ils sont trop dans une dynamique presque guerrière. Ils veulent aller au bout, ils sont un groupe. On a vu Galtier à la fin du match fédérer ses joueurs comme jamais. Donc, moi, je les vois vraiment aller au bout, du moins sur ces 3 matchs-là. Monaco aussi. Monaco, je pense qu'ils sont sur un rythme pareil. Hein. Ils ont longtemps été accrochés à Angers. Ils arrivent à aller chercher la victoire en fin de match. Donc, malgré tout, même si c'est pas une prestation brillante, bah, mentalement, ils sont là. Donc, et le PSG. Alors, le PSG, je sais pas trop. Même si on les voit aller chercher des victoires en fin de rencontre, un peu à l'arrache ces derniers temps, peut-être que c'est vrai que c'est un groupe qui parfois pose à interrogation mentalement. Et peut-être que s'il y a des défaite contre Manchester City, il y aura des faillances, du moins psychologiquement. On les a déjà vus dans le sprint final perdre, notamment en 2017. Alors malgré tout, si tout se passe bien, si tout se déroule comme convenu, je pense que Paris va faire le plein. Mais on n'a aucune garantie avec le PSG cette saison, vraiment aucune. Et du coup, je pense que les 3 scénars sont envisageables, que ce soit Monaco, Paris ou Lille, champion de France en fin de saison. Je rappelle, Mousse, avant de te donner la parole, que Lens, qui va donc affronter Lille, le Paris Saint-Germain et Monaco, les Lensois sont 5e. Hein. Juste derrière Lyon, évidemment, ils sont décrochés, ils ont à 56 points par rapport aux 67 de Lyon, donc ils sont décrochés. Mais voilà, les hommes de Francaise qui sont une des équipes les plus intéressantes à suivre et à voir évoluer en Ligue 1 cette saison, donc ils seront très très compliqués à manœuvrer. Mousse, hier, je voyais beaucoup de gens dire sur la victoire de Lille que c'était une victoire de champion, parce qu'ils ont été la chercher. Et les hommes de Christophe Galtier, dès qu'ils ont été en difficulté cette saison, même s'ils ont lâché quelques points, notamment à Nîmes, Yacine en parlait, mais ils ont réussi à aller gagner ces matchs-là où ils étaient en difficulté. Est-ce que ça peut paraître une victoire de champion pour Lille hier parce que c'était vraiment le match le dernier match, on va dire, entre adversaires du top 4 que les gens redoutaient. En tout cas, les supporters du Paris Saint-Germain attendaient pour que Lille laisse un peu des points. Mais bon, voilà, ils ont fait le taf hier. Est-ce que tu vois le PSG repasser devant? Bah, je ne sais pas si c'est une victoire de champion, en tout cas c'est une victoire qui est méritée, même si ça ne nous arrange pas, parce que Lille a poussé et ils ont été bien heureux d'inscrire un coup franc juste avant la mi-temps, un magnifique coup franc d'ailleurs de l'international turc. Écoute, je sais pas, comme l'ont dit Nico, j'ai l'habitude de dire Nico Clément, pardon, et Yacine. Là, il n'est pas là. On embrasse, il Ouais. Avec ce PSG, tout est possible en fait. Après, la dynamique, pour moi, elle est plutôt, c'est plutôt. Enfin, moi, j'ai l'impression que Monaco, ça va être la surprise en fait, parce que Lille, c'est vrai qu'ils sont sur une bonne dynamique, mais c'est vrai qu'ils ont déjà perdu des points contre des équipes inférieures.
rarement contre des équipes supérieures, parce que vous l'avez dit, sur le top 4, ils ont pas perdu, match nul ou victoire. Mais ce derby face à Lens, qui est aussi dans une bonne dynamique, ça peut être la clé. Et on peut se retrouver avec un Paris champion, un Monaco deuxième et un Lille troisième. Psychologiquement, est-ce qu'ils vont réussir à tenir avec cette pression? Lille, il reste 5 journées et eux n'ont pas l'habitude de ça. Donc même si hier effectivement ils ont bien réagi et ils ont fini par l'emporter, mais est-ce que ça peut durer? Est-ce que quand tu as une pression avec un groupe aussi jeune, est-ce que tu peux garder ce groupe sous pression pour qu'il t'emmène à la tête à la tête de la Ligue 1 sur le podium jusqu'au bout? Moi, c'est la question que je me pose. Écoute, on verra. Il y a aussi le fait que Galtier, c'est sans doute sa dernière saison. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres à Lille qui peuvent faire que cette équipe peut céder vers la fin. Mais maintenant, moi, Paris, même si j'ai dit qu'ils étaient un peu illisibles et tout, franchement, vu les derniers matchs et vu la détermination d'un joueur comme Mbappé, moi, personnellement, je ne les vois pas perdre jusqu'au bout. Je les vois même gagner tous leurs matchs. Je pense qu'ils vont faire le job. Maintenant, on n'a pas notre avenir entre les mains, malheureusement. C'est exactement ce que j'allais dire. Ils ont plus leur destin. Voilà. Donc, il faut un faux pas des Lillois, que ce soit contre, comme tu l'as dit, hein, les équipes qui restent, c'est pas des équipes super, j'allais dire super dangereuses à part Lens, encore une fois, qui est dans une bonne dynamique et c'est un derby, ça va être intéressant. Je pense que les Lensois, ils ont, pour leur retour dans l'élite, ils n'ont pas envie de perdre contre leur ennemi. Donc, on peut peut-être compter sur ce facteur-là. Pour le reste, Saint-Etienne, Nice et Angers, bon, franchement, je ne vois pas Lille perdre contre ces 3 équipes, quoi. Non. Et c'est vrai que je regardais les derniers matchs de Monaco, c'est quand même impressionnant. Ils ont 6 victoires d'affilée. 4-0 contre Saint-Etienne, 4-0 contre Metz, 3-0 contre Dijon, 3-0 contre Bordeaux, 1-0 contre Angers. Ils n'ont pas pris un but. En score cumulé, ça fait 15 buts marqués par les hommes de Niko Kovac. Yacine, c'est vrai que Moussa en parlait, c'est quand même, bon, c'est un petit mot dessus, mais c'est quand même intéressant ce que proposent les Monégasques. Et surtout, Clément le disait, mentalement, au-delà du jeu qu'ils pratiquent, parce que c'est quand même un jeu agréable à voir, ils lâchent pas, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis ils ont même évolué un petit peu par rapport à leur façon de jouer. C'était beaucoup en mode Bundesliga, on attaque, on prend des buts, etc. Et en fait, Kovacs a trouvé les ajustements pour être plus solide défensivement tout en gardant cette force offensive. Et c'est vrai que eux aussi, ils sont sur une grosse dynamique. Tu te demandes où est-ce qu'ils vont perdre des points. Après, c'est vrai que dès la semaine prochaine, enfin dès ce week-end, il y a Monaco-Lyon. Finalement, eux aussi, c'est-à-dire que s'ils passent le Lyon sans encombre, en fait, c'est la même chose que les autres. Tu te dis, comment ils pourraient pas aller au bout? Malgré tout, ils sont quand même derrière Lille et Paris, donc ils n'ont pas non plus leur destin en main, etc. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Et s'ils avaient corrigé un tout petit peu plus tôt leur carence défensive, notamment, c'est vrai que je pense que vraiment c'est eux qui auraient été champions parce qu'ils sont capables de s'adapter à plus de configurations que Lille. Tu vois, par exemple, pour Lille, on parlait là, rapidement dans leur calendrier. On les voit pas perdre 2 points, mais en même temps, Lille a beaucoup de mal contre les blocs bas, contre les équipes qui ne jouent pas. Hier, ils profitent aussi du fait que Lyon doit aller chercher la victoire, qu'il y a des espaces. Donc, voilà, Lille contre. Là, depuis janvier, là où Lille a perdu des points, finalement, c'est contre les équipes qui jouent bloc bas, très compact. Et Lille n'a jamais trouvé les solutions contre ces équipes-là. Alors après, la petite différence, c'est que les 4 dernières journées, il y a des équipes qui jouent plus rien. Angers, Saint-Etienne, ça joue plus rien. Donc voilà, tu te dis, est-ce que réellement ils vont jouer bloc bas voilà, pour faire mal ou est-ce que... Voilà. Maintenant, c'est vrai que Lille, en tout cas, Lille a les cartes en main. Mais Monaco, c'est vrai que c'est la belle surprise. Et moi, je les voyais de finir devant Lyon de toute façon. Oui. Ils peuvent écarter Lyon définitivement la semaine prochaine, quoi. Ouais, en tout cas, on verra ça le week-end prochain. Mais c'est vrai que tu as raison de le rappeler quand même, Yacine. Lille a quand même du mal quand c'est des blocs fermés. On l'a vu contre Montpellier où ils égalisent en fin de match. Ils ont longtemps buté sur la défense Montpellier-Rennes qui était très regroupée. Contre Nîmes, pareil, cette défaite de 1. Et puis, il y avait également le Lille-Strasbourg où il y avait un partout. Donc, ça colle plus aux équipes comme le PSG où on l'avait vu au parc où c'était énormément projeté vers l'avant et c'est comme ça qu'ils avaient gagné. Donc voilà, on verra évidemment les 4 dernières rencontres à suivre donc, de Ligue 1 pour départager les 4 de devant. Mais en tout cas, même si évidemment pour
nous, supporters parisiens, ça nous freine un peu parce d'habitude, on a un peu d'avance et que là, tout se joue, mais c'est quand même intéressant. C'est bien pour notre championnat d'avoir autant de concurrence et autant d'émotions à vivre ces derniers matchs. On est d'accord? Bah, je suis pas sûr qu'avec sans le Covid, etc. et la non-préparation, je sais pas si on aurait eu un championnat comme ça aussi. Il y a aussi il y a quelques éléments qui peuvent expliquer le fait que ce soit serré. Et on n'a jamais vu sous 10 ans de QSI un PSG avec autant de défaites et surtout à domicile. Et avec les absents dus au Covid, les blessés, etc. Moi, je pense que c'est ça qui fait que le championnat est plus équilibré cette saison. Sinon, je pense que normalement, ça aurait dû être comme d'habitude, je pense. Après Hugo, si tu écartes le PSG, ces dernières saisons, il y a quand même une forme d'homogénéité entre les poursuivants. On sait que Lyon, Monaco, bon, Lille, cette année, ils sont un peu plus forts que d'habitude, mais globalement, ces équipes-là sont toujours dans le même moule, sont toujours s'écharpent entre la 2, 3e, 4e place. C'est juste que cette année, ils ont peut-être été un peu plus forts, notamment Lille et Monaco, et Paris a été moins fort. Du coup, ça rééquilibre un peu tout ça et ça fait une lutte pour le titre. Après, il n'y a pas non plus. C'est pas non plus comme en Espagne, souvent, où il y a une ou deux équipes qui se différencient et le reste qui est à 20 points. Souvent, il y a le PSG et derrière les 3-4 qui sont souvent, quand Marseille est en forme, qui sont souvent au coude à coude. Donc, c'est bien aussi hein, si ces équipes-là pouvaient être amenées. Alors, bon, Lyon, on est souvent déçu malheureusement, mais s'il y a un club comme Lille ou comme Monaco dans les 2-3 ans à venir, pouvait être amené à confirmer ces saisons-là, ces performances et à jouer un peu plus haut, à gratter 10-15 points par saison, bah, ça pourrait être intéressant, notamment pour le PSG, pour avoir un affrontement chaque saison en Ligue 1. Quoi. Alors moi, je suis d'accord avec toi, Clément, pour Monaco. Je pense d'abord, ils ont un bon entraîneur, ils ont un peu plus de moyens que Lille, et je pense que s'ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions, il y aura un bon recrutement, il y aura peut-être un beau parcours. Pour Lille en Ligue des Champions, moi, je suis un peu plus inquiet, notamment parce qu'ils vont peut-être perdre leur coach. Tu sais pas ce qui va se passer. Ils vont sans doute eux aussi devoir vendre beaucoup de joueurs. Je ne sais pas s'ils auront les moyens de recruter derrière, s'ils sont en Ligue des Champions. Je pense que ça va être dur si Lille est qualifié en Ligue des Champions. Leur parcours, il va être assez difficile, je pense. En tout cas, on va revenir à nos moutons quand même. On va revenir sur la performance du Paris Saint-Germain maintenant qu'on a parlé des 4 devant. Revenons à ce match donc Metz-Paris Saint-Germain. Victoire 3-1 des Parisiens avec un doublé de Kylian Mbappé, un but de Mauro-Cardi en fin de match et Fabien Santonz avait égalisé en début de deuxième période. Yacine, le PSG s'est imposé sans trembler samedi au Stade Saint-Symphorien. Le travail a été fait, le PSG a maintenu le rythme de cette course au titre, bien emmené par un Kylian Mbappé intraitable en ce moment. Ouais, sans trembler, il y a eu 5 minutes en début de deuxième mi-temps, s'ils n'étaient pas revenus, je crois, du vestiaire. Malgré tout, il y a l'égalisation. On sait que le PSG, c'est jamais 90 minutes. Donc, Oui, oui, mais bon, il y a quand même l'égalisation et il y a la frappe sortie par Navas. Et avec cette équipe, tu sais jamais ce qui va se passer si tu es mené 2-1. Bon, franchement, ça aurait été illogique parce que Metz a joué 5 minutes. Hein. T'es d'accord quand même, Yacine, on a quand même, ça fait longtemps, moi personnellement, que j'ai pas tremblé autant devant un match du Paris Saint-Germain. Là, c'était quand même si évidemment il y a cette égalisation, il y a quelques situations, c'est la première fois où je me dis le PSG a à peu près maîtrisé le match. Ouais, ouais, non, mais c'est clair, ils ont joué à leur rythme. Metz a pas pressé, a pas mis d'impact. C'était un match Bah, un c'est peu. comme face à Strasbourg, quoi. C'est à peu près le même match, quoi. Ouais, ouais, c'était un match bizarre. Une équipe, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les calendriers. Tu joues une équipe comme ça en fin de saison, qui joue plus rien, qui va finir sixième ou enfin septième ou neuvième. Bon, tu sens bien qu'il n'y a plus rien, quoi. Donc bon, c'est très bien parce que ça te permet de gérer ton match. Tu as fait ce qu'il fallait. Moi, j'ai trouvé que malgré tout, il y avait des choses intéressantes. Voilà, après, t'as deux joueurs qui sont passés complètement au travers, c'est Sarabia et Kurzawa. C'est dur. Après, Neymar n'a pas été bon, mais je l'ai trouvé moins énervant que d'habitude. C'est-à-dire qu'il n'a pas non plus abusé du. Il a pas été. C'est pas qu'il n'a pas été bon parce qu'il a abusé du dribble. Il n'a pas été bon tout court. Il a eu du déchet dans les passes, il a eu du déchet dans ses dribbles, mais il a quand même essayé de jouer plutôt simple. Après, je pense que lui, c'est clair et net qu'il se conservait pour le match de Ligue des Champions. Voilà, après, il y a eu un peu de caractère pour reprendre le dessus. Et puis voilà, de la maîtrise. Ouais, s'ils avaient pu marquer le troisième but un peu plus tôt, ça aurait été mieux. Parce que t'es jamais à l'abri, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais voilà, et puis tu as les bonnes nouvelles avec des retours de Verratti, de Navas. Là, Voilà, c'est une bonne après-midi. Il faisait beau, voilà, c'est pas un grand match, mais
En plus, tu as apprécié le comportement d'Antonetti sur le banc. Ah, moi, j'adore C'était moi, cool. les entraîneurs qui téléguident leurs joueurs comme ça. Lâche, donne, regarde, donne à lui, recule, donne lui, relève la tête. Sérieux, les gars, juste, c'est des joueurs professionnels. C'est-à-dire que si tu es obligé de les télécommander, pose-toi des questions sur tes joueurs. Après, Frédéric Antonetti fait quand même du bon boulot avec Metz, qu'il a Non, remporté mais de je, saison. c'est pas Pas une, avec l'effectif qu'il a, bon, il a quelques bons joueurs, mais moi je trouve qu'il fait quand même du très bon travail, c'est Antonetti. pas une critique sur son travail, c'est une critique sur son comportement. Ah. Oui, mais Match. après, on le connaît, ça fait 10 ans qu'il est comme ça, Antonetti. Ouais, Alors, mais en fait, le problème, c'est que ça fait. Là, en fait, avec le manque de public, le silence dans les stades, Ouais, c'est ça en qui est fait, tu te rends énervant. compte de Ça. plein de choses. Et il y a des choses qui sont vraiment insupportables. Mais même, tu Mais sais, Puel, c'était pire, hein, je crois, Yacine. Hein. Ah, hein? Puel, c'était pire Ah, Puel, encore. c'était pire. Puel, c'était pire. Mais ouais. non, mais juste pour terminer là-dessus, moi, j'ai été coach avec des jeunes et tout, mais en fait, ce que les coachs ne se rendent pas compte, je pense que c'est plutôt pour se rassurer eux, parce que non seulement c'est insupportable pour nous, mais c'est insupportable pour les joueurs. C'est insupportable pour le joueur qui est téléguidé. Et la dernière chose, juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, c'est que quand tu téléguides un joueur, en fait, tu l'empêches de prendre des informations. C'est-à-dire que quand il a décidé de faire quelque chose, s'il rate, tu es obligé de te sentir coupable avec lui. Tu vois? C'est-à-dire que si moi je te vois toi, je veux te donner le ballon, que l'autre il me dit regarde Mousse, je tourne la tête vers Mousse, je perds une seconde pour te la donner à toi. Et en Ouais. fait, c'est à cause de toi que je vais pas te donner le ballon. Et Tu vois? Et tout ça, c'est énervant. tu te fais des nœuds dans le cerveau, au final, tu prends pas la bonne décision. Et Non, tu perds. Pochettino est tranquille, lui. Ah bah, c'est sûr, là, les joueurs, ils sont pas trop emmerdés. Et quand il met des coups de pression, c'est dans le calme. Comme Hansi Flick, il est parti, il lui a dit écoute, quand je parle à l'arbitre, chut, tu te tais, ok, il Ouais. est reparti, tranquille. D'ailleurs, on n'en a pas reparlé celui-là, évidemment. Tu fais allusion à la séquence dans le film d'RMC Sport sur le match retour entre le PSG et le Bayern. Franchement, la séquence-là, c'est pas un peu par C'était Non, mais tu vois, il n'y a, pas Direct- besoin Don de brailler Mauricio. Ouais. y a pas besoin de brailler pour se Et faire entendre, tu vois. quand tu as Tranquillement. une autorité naturelle. Et d'ailleurs, Flick, il a rien dit. Il a dit Ouais, d'accord, ouais. Mauricio, il a fait ça et il a dit allez, rentre chez toi, reste dans ta zone technique. Clément, sur ce match du Paris Saint-Germain, donc mis à part un peu le coup reçu sur Mbappé qui devrait être sans conséquence pour mercredi, pas de blessés. Yes le disait, chacun a récupéré du temps de jeu. Il a même pu laisser au repos des éléments comme Idrissa Gueye qui ont beaucoup joué. Moiskin, je pense que c'était plus un choix, mais Danilo aussi qui a beaucoup joué. Di Maria était remplaçant. C'est assez rare pour le souligner quand même, parce que c'est un luxe pour le PSG depuis le début de saison de pouvoir faire tourner autant. Ouais, et en plus, je le trouve intéressant dans son turnover, Pochettino. Il est malin, il y a rarement deux joueurs qui font deux gros matchs d'affilée, hormis Mbappé et Kimpembe notamment. Ceux qui jouent beaucoup, ils sont préservés au moment qu'il faut. Voilà, les deux joueurs qui étaient un peu fatigués, là, Di Maria et Gay, bah, il les a mis sur le banc à 3 jours du match. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien géré. Après, sur la rencontre en elle-même, il y a un petit bémol, moi, que je mettrais quand même. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est presque l'ADN du PSG. C'est l'incapacité à se mettre à l'abri alors que tu domines, tu étouffes un adversaire. Comment on peut se retrouver à la 50e avec une balle de 2-1 pour Metz? Ça, c'est pas normal, alors que tu écrases ton adversaire. Parce que Metz, je les avais vus contre Lille il y a 3 semaines. C'était pas la même équipe. Hein. Franchement, ils avaient bien joué, ils avaient proposé un autre football, ils allaient de l'avant. Là, ils étaient complètement reculés, ils étaient timorés. Ils Ouais, savaient pas quoi faire. il pouvait encore se qualifier, peut-être. Il pouvait essayer d'aller chercher l'Europe depuis 3 matchs, vu qu'ils ont fait. Enfin, ils n'ont pas gagné. Voilà, alors peut-être qu'ils avaient plus d'enjeu, mais ce que je veux dire, c'est que Paris avait. En plus, Pochettino avait mis que des joueurs de ballon quasiment. Il y avait Neymar, Sarabia. Je peux rappeler la compo, si tu veux, Ouais, Clément. si tu veux, ouais. Peut-être pour rafraîchir la mémoire à ceux qui nous écoutent. Il y avait Keylor Navas, donc le retour de Keylor Navas au poste de gardien. Florenzi à droite, Kyrier Kimpembe dans l'axe, Kurzawa à gauche. Et au milieu de terrain, Herrera Paredes. Un trio devant, en plus, Sarabia Verratti, qui a retrouvé son poste donc, et de numéro 10, Neymar à gauche. Et Mbappé en pointe. Voilà. Donc, ouais, non, sinon, hormis ce bémol-là, parce qu'après, le PSG, voilà, on est dans une opération comptable. Il reste 4 journées. Presque, on a envie de dire, la saison, elle est derrière nous. Maintenant, il faut juste gagner les matchs et aller chercher ce titre. Donc, oui, c'est un bon match. Le PSG a fait le travail et ça, on peut que le saluer. Il y a aussi autre chose, moi, que je souligne, c'est que franchement, il a prédessiné l'équipe de mercredi parce que ce qu'il a mis en œuvre sur le terrain, bah, c'est à un ou deux joueurs près, c'est ce qu'on verra mercredi. Il a remis Verratti plus haut en 10. Ça, voilà, c'est le schéma qu'on verra. Il y a juste Sarabia qui jouera pas à la place de Di Maria. Paredes sera bien là. Ce sera Gay à la place d'Herrera. Et puis voilà, en gros, ce sera. Après, Diallo, je ne sais pas si Oui, Diallo Diallo. est revenu à la place de Kurzawa aussi. Bien sûr, il y a Diallo qui sera là à la place de Kurzawa, je pense. Marquinhos aussi. Marquinhos,
j'espère. Il a pris l'entraînement avec le groupe, il a pris l'entraînement collectif avec le groupe, mais Donc, à 100%. c'était globalement, si on fait le bilan a posteriori, tout est parfait. Victoire, préparation de l'équipe, pas de blessés. Voilà, les joueurs n'ont pas été trop agaçants. Mais c'est vrai que c'est toujours frustrant de dominer un adversaire comme ça, de se mettre en péril parce qu'on n'arrive pas à finir les occasions. Donc voilà, c'est le seul petit bémol de la rencontre. Sinon, évidemment, que du positif. Dans les chiffres à Mousse, en tout cas, c'est clair, ce que disait Clément. 19 tirs côté parisien, 8 cadrés. Il n'y a eu que 8 tirs côté Metz, du côté de Metz avec 3 tirs cadrés. Possession, 67% de possession de balles pour le Paris Saint-Germain contre 33 pour Metz. 678 passes et 325 pour Metz, etc. Donc dans les chiffres aussi, voilà, la victoire du Paris Saint-Germain s'est dessinée. Et il y a eu même... c'est vrai que Yacine nous disait, il y a eu quand même des éléments intéressants. En première période, on a vu de la combinaison, des jeux à 3, des triangles, etc. Ça jouait plutôt bien, Mousse, quand même. Pour le ils ont fait un match sérieux, les Parisiens. En même temps, il n'y avait pas beaucoup d'opposition. Comme je le disais tout à l'heure, ça me faisait aussi un peu rappeler le match qu'on avait fait en déplacement à Strasbourg. C'est à peu près le même type de match où les Messins n'ont pas fait grand-chose. J'étais plutôt attentiste. Il n'y avait pas beaucoup d'agressivité. Voilà, Paris a joué à un rythme tranquille. Verratti, j'ai pas trop compris son rôle parce qu'il était censé jouer 10, mais moi je l'ai vu souvent très bas, en train de récupérer des ballons, jouer à la même hauteur que Herrera et Paredes, mais il a été partout. Ça m'a rassuré parce qu'il n'avait pas beaucoup de rythme dans les jambes. Et pour moi, il a quand même fait un match. Je crois qu'il a touché 128 ballons. Il a fait un gros match. Il a joué tout le match. C'est rassurant pour mercredi. Comme l'a dit Clément, je pense que pour l'attaque, il n'y aura pas beaucoup de suspense mercredi. Je pense que ça va. Là, Di Maria, il était au repos. Je pense que ça va être Mbappé en pointe et Neymar et Di Maria sur les côtés et Verratti pour les accompagner derrière eux. Donc voilà, je suis content pour Verratti. Vous parliez de Diallo tout à l'heure. Moi, je suis pas sûr que Diallo soit titulaire mercredi. On l'a pas vu jouer ces derniers temps. Ça va être un match très compliqué contre City, où on sait que les latéraux seront très très importants. Donc ça, je sais pas. Mais en tout cas, on a vu Kurzawa et le pauvre Kurzawa, j'ai envie de vous dire, ça commence à être très très compliqué pour lui parce que lorsqu'on fait appel à lui, il est pas bon. Alors qu'il y a quelques mois, on avait dit qu'il était revenu un peu à un niveau. Et là, on en discutera tout à l'heure. Yacine donnera son avis sur le but où je sais on en a parlé avant le podcast. Et Yacine pense aussi que Kimpembe est aussi fautif que Kurzawa, mais hormis le but, ça a été un match compliqué. D'ailleurs, Pochettino l'a sorti et l'a remplacé par Baker. Donc, mais sinon, le match en lui-même, non, c'était un match sérieux. Et c'était la première fois aussi, on l'a pas dit, mais c'est la première fois que l'infirmerie était vide, à part Le Tellier, qui est le 3e gardien ou le 4e, et Bernat, dont on sait qu'il a subi une grosse opération. Mais c'est vrai que c'est la première fois depuis très 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 longtemps qu'on avait le groupe au complet, sauf Rafinha qui n'avait pas fait le déplacement. Mais non, ça reste. Douleur au dos, je crois, pour Rafinha, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, parce que quand ils avaient annoncé le groupe, le point médical, il n'y avait pas de blessés et Marquinhos, pas pris. Marquinhos, c'était Oui, pas là. Marquinhos, mais ça, voilà, mais ça, il l'avait annoncé Pochettino en conférence de presse et c'est logique qu'il veut le préserver pour mercredi. Mais sinon, non, c'était un bon match, pas de blessés, 3 buts encore, on soigne le goal average. Écoute, c'était presque un week-end parfait, sauf la victoire de Lille. Mais sinon, sur ce match-là, encore une fois, et même sur les individualités, à part comme l'a dit Yacine tout à l'heure, je suis d'accord avec lui, Sarabia qui n'arrive toujours pas à retrouver son niveau, et Kurzawa. Pour le reste, c'était plutôt tranquille. Ouais. Ben justement, tu parlais d'individualité, Mousse, et on va venir sur une individualité de l'attaque. Kylian Mbappé, qui a marqué un doublé, voilà, qui a marqué ses 24e et 25e buts de la saison en championnat. Yacine, comme très souvent en ce moment, voilà, Mbappé a pris les choses en main. Il marche sur l'eau en ce moment, on va le dire. Hein, il réussit énormément de choses sur le terrain. Alors, il y a cette petite douleur à la blessure. Il est sorti à la 87e après un coup reçu sur une accélération. Mais Pochettino, je vous donne directement sa déclaration. On a dit un peu plus sur sa blessure. Il a reçu une béquille au quadriceps. On espère que ce n'est pas très grave. Mais Kylian était tranquille au moment de son remplacement, même si une béquille, c'est toujours douloureux. Bon, si c'est un coup que c'est pas musculaire, Yacine, ça devrait aller pour mercredi. Ouais, une béquille, de toute façon, ça va. Le problème d'une béquille, c'est qu'il faut jamais reprendre un coup dessus. C'est pour ça que le fait déjà qu'il continue à jouer, c'était un peu bizarre, parce qu'ils l'ont strappé. Bon, voilà, après, il restait plus beaucoup de temps, donc je pense qu'il y avait... Il a réessayé, et puis il a vu que ça passait. Voilà. Donc, bon, après, si tu reprends pas de coup dessus, il n'y a pas de raison que... Enfin, mais mercredi, il sera là, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que moi, ce que j'aime en ce moment, en dehors de son efficacité,
c'est surtout son attitude. On le voit revenir défendre. On le voit avoir un vrai caractère, ne pas tomber dans certaines dérives entre guillemets qu'il avait l'habitude de faire dans certains matchs où il commençait à dribbler. Là, on voit qu'il est focus sur l'efficacité, sur ce qu'il y a de bien à faire et pas sur tous les à côté pour amuser la galerie. Donc du coup, ben, ça donne autre chose, mais ça donne aussi autre chose globalement, c'est-à-dire que le rendu, il est bon. Voilà, même s'il rate des choses, tu lui en veux moins que quand il avait l'attitude du mois de novembre, décembre, où là tu te dis, bon, non seulement tu rates, mais ton attitude n'est pas bonne. Là, un joueur, il ratera toujours, ça arrive à tous les joueurs du monde, les meilleurs joueurs du monde. Mais si dans l'attitude, tu es bien, on comprend. Ça, c'est voilà. Si tu rates parce que tu n'es pas bien dans l'attitude, c'est autre chose. Là, il est bien. On sent même qu'il a envie de tirer les autres avec lui. Voilà, il y a des moments clés dans les matchs. On en a parlé contre Saint-Etienne, on en a parlé. Enfin, il y a eu Metz, voilà, il y a des moments clés. Parce que contre Metz, quand il met sa frappe là, juste avant, il prend un carton. Et en fait, il a le comportement de celui qui veut, tu sais, un peu révolter, mais dans le bon sens du terme. Tu vois? Pas le mec qui est énervé, je boude, voilà, je fais du boudin, je baisse la tête, je parle tout seul. Le mec, il prend le ballon, bim, il met une frappe, il arrache tout. Et en fait, c'est ce qu'on attend. Et la dernière chose, vraiment, moi, qui m'intéresse, c'est dans ses replis défensifs. Il n'en fait pas, encore une fois, ça sert à rien d'en faire 50 par match, parce que c'est pas non plus son rôle. Mais il se replace, ça c'est ce dont on avait parlé souvent, déjà dans le remplacement du bloc, mais surtout il fait 2, 3 fois par mi-temps des vrais replacements où il vient pratiquement travailler comme un milieu de couloir, où voilà, il échange un peu avec Neymar, où Neymar prend l'axe de l'attaque, et en fait ça permet de soulager Neymar, et comme quoi, de faire du travail défensif, ça fracasse pas un joueur dans un match. Voilà, c'est tout. Il faut arrêter avec cette légende de ah, mais s'il fait 3 remplacements défensifs, après il va être fatigué. C'est pas vrai ça. C'est des bêtises. Clément sur Kylian Mbappé. Alors j'ai ces chiffres. Hein. Au total, avec le Paris Saint-Germain, depuis qu'il a rejoint le Paris Saint-Germain à l'été 2017, 166 matchs, 127 buts et 53 passes décisives. Voilà pour Kylian Mbappé, des chiffres quand même extraordinairement intéressants. Clément, sur le premier but, en plus je sais que sur le premier but d'Mbappé qui arrive très tôt dans le match, au bout de la 4e minute, je sais que tu as aimé la passe. Et la passe vient d'Ander Herrera, toi fervent admirateur de l'Espagnol, du milieu de terrain espagnol, qui fait cette super passe. Mais au-delà de ça, sur le match de Kylian Mbappé, qui une nouvelle fois s'est montré un leader sur le terrain. Ah, exactement. En fait, moi, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu aussi fort depuis qu'il est au PSG qu'en ce moment. Alors, Yacine a tout dit sur le comportement, l'attitude, les efforts défensifs. Donc, je vais pas redire ce qu'il a dit. Mais moi, je trouve que sportivement, il a pris, je sais pas si on peut dire qu'il a pris une autre dimension, mais en tout cas, tout ce qu'il fait, c'est juste, c'est précis et c'est intelligent. Déjà, il joue simple. Il va pas s'embêter à faire 10 000 dribbles, des crochets, machin. Aujourd'hui, alors c'est peut-être aussi son poste hein, de numéro 9 qui fait ça, mais aujourd'hui, il a le ballon, c'est des remises, c'est une touche, quand il est devant le but, il frappe, il fait pas 3, 4 crochets. Donc déjà, ça, c'est hyper important. De deux, son efficacité. Franchement, il rate quasiment plus rien devant le but, que ce soit contre le Bayern, contre Saint-Etienne, contre Metz. Là, dès qu'il tire, il marque. Et là, le deuxième but à Metz, c'est pas n'importe quel but hein, quand même. Faut tenter la frappe de loin comme ça et il va se la chercher. Il remet le PSG sur pied. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a aussi un autre truc, c'est qu'on a souvent critiqué Mbappé à ce poste de numéro 9. Et à juste titre, enfin, moi le premier, je disais que non, il est plus intéressant sur un côté. En 9, il s'entasse dans une défense et tout. Et là, il semble avoir trouvé la parade, ou du moins, il semble avoir trouvé une forme d'efficacité et d'épanouissement à ce poste-là. Alors, c'est vrai que c'est vrai que sur le ton de la blague, tu me parlais de la passe d'Herrera derrière la défense. Ouais, mais je te disais, c'est le ton de la blague, mais aussi parce qu'elle est très belle cette passe. Hein, donc, mais déjà, ouais, c'est une solution. C'est passe derrière la défense. D'ailleurs, contre Saint-Etienne, il avait fait un peu la même. Et on sent hein, d'ailleurs une connexion avec Herrera parce que c'était Herrera qui avait fait aussi la passe contre Saint-Etienne. Ils ont dû se parler parce que Mbappé il se fait souvent des appels contre appels. Du coup, je sais pas si vous avez remarqué, il revient un peu plus dans le jeu pour attirer les défenseurs vers lui et ensuite il se projette derrière la défense parce qu'il sait qu'en vitesse de toute façon il les aura tous. Donc ça c'est plutôt bien vu et c'est une vraie belle parade, pardon. Donc ça je trouve que tactiquement c'est plutôt bien joué de sa part et c'est assez fort.
Donc voilà, tu ajoutes à ça ses efforts défensifs, sa grinta, son efficacité. Bon, bah, le mec, il a tout, quoi. Donc je pense qu'on parlera d'Icardi après, qui est aussi dans une bonne forme, mais ça offre au PSG de bonnes opportunités. Et surtout, ça permet derrière, quand tu as un mec comme ça qui marche sur l'eau, ça permet à Verratti et Neymar derrière de régaler, parce que là, ils ont plus qu'à le servir, et ensuite c'est cadeau, quoi. Donc non, franchement, c'est tout bénef pour le PSG, et c'est tout bénef pour lui. On le sait, à un moment charnière de sa saison, et sur le plan individuel, et pour l'avenir aussi, parce que voilà, son avenir fait toujours autant parler. Effectivement, tu as raison de le dire, Clément. Mousse, je peux te lancer sur Mbappé, mais en même temps englobé avec Mauro Icardi qui est rentré en fin de match et qui a permis justement, après le but de Kylian Mbappé, le but du 2-1, de conforter véritablement l'avance de Paris Saint-Germain et de sceller l'issue du match avec ce penalty de Mauro Icardi. C'est vrai que voilà, Mauro Icardi qui est rentré à la 81e, qui a marqué cette belle panenka sur Okudja, fallait la tenter quand même. D'ailleurs, on a entendu le gardien Messin, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une séquence dans le Canal Football Club hier qui s'appelle l'intégrale. On a les petits off, etc. sur les matchs, ce que disent les joueurs. Et au moment où il rentre la Panenka, on entend Ukidja dire Hank. Voilà, je vais pas terminer la phrase, mais. Il a raison. J'avais pas entendu. Ah, bah on l'entend bien, pourtant il le dit fort. J'avais pas vu. Ouais, voilà, 5 buts en une semaine pour Mauro Icardi. Il a donné le but de la victoire contre Saint-Etienne, Mousse. Il a marqué un triplé mercredi dernier en Coupe de France contre Angers. Il revient très, 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 très en forme, l'attaquant argentin. C'est bien, ça fait une solution en plus devant. Ouais, c'est vrai. Alors, je vais d'abord dire un mot sur Mbappé. Moi, je pense que depuis Barcelone, Mbappé, il est dans une autre dimension. Et je pense que l'apport de Pochettino il a été important parce que c'est vrai que alors évidemment, comme l'a dit Yacine, il faut pas il peut pas faire il va pas faire du Cavani, pardon, pour rendre hommage à Clément. C'est pas quelqu'un qui va faire des allers-retours pendant 90 minutes, mais le peu qu'il fait, il le fait bien. Et alors qu'avant, il le faisait pas du tout. Et moi, je pense que Pochettino a dû beaucoup lui parler. Parce que je pense que ça devait quand même l'agacer, l'entraîneur argentin, de le voir marcher sur le terrain à un moment. Et là, quand même, dans l'attitude, évidemment, c'est quand même beaucoup mieux. Et quand il s'énerve et quand il se révolte, c'est à bon escient, comme l'a dit tout à l'heure Yacine, et c'est plus envers ses partenaires où on le voyait parfois lever les bras parce qu'il n'avait pas la bonne passe. Là, quand il se révolte, c'est parce qu'il a envie de gagner le match, c'est parce qu'il a pas envie de le perdre surtout. Donc voilà, pour Mbappé, honnêtement, c'est vrai qu'il porte l'équipe ces derniers temps. Et la fin de saison risque d'être terrible en termes de nombre de buts. Je pense qu'il peut vraiment battre un record. Pour Icardi, moi d'abord je suis content pour lui parce que il a beaucoup été critiqué, surtout sur le nombre de ses absences parce qu'il a été pas mal absent cette deuxième partie de saison. Et en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que par exemple un joueur comme Moïse Kean qui fait beaucoup d'efforts, qui est généreux et qui donne beaucoup dans un match, par contre pas très efficace et je dirais aussi beaucoup de déchets techniques. Et un joueur comme Mauro, c'est quand même le deuxième meilleur buteur du PSG cette saison, Mauro Icardi. Ouais, bien. Moïse Kean, c'est ce que je dis. C'est un bon joueur, il a fait des bonnes choses. Sauf que sur le ratio minutes de jeu, etc., si tu prends ce qu'a fait Icardi et Kean, tu verras la différence. C'est-à-dire que Mauro Icardi, dans la surface, c'est un emmerdeur, quoi. Tu vois, pour les défenseurs, c'est compliqué. Et regarde, on l'a pas dit, mais regarde le nombre de pénaltys qu'il provoque, Mauro Icardi. C'est incroyable. Et là, encore une fois, c'est lui qui le provoque. Il met 5 buts en 3 matchs. Pour un retour, c'est quand même pas mal. Sauf que voilà, je pense que dans la tête de Pochettino, le schéma, il est fait. Et normalement, on ne devrait pas le voir titulaire mercredi contre City. Voilà, c'est parce que tu es obligé de garder Gay. Maintenant, il est trop important pour lui, pour Pochettino, vu le travail qu'il fait au milieu. Paredes, c'est pareil. Et tu ne peux pas passer d'un joueur comme Verratti, mais c'est Verratti en fait qui prend la place d'un quatrième offensif. Donc là, tu n'as pas trop le choix, malheureusement. Et je pense aussi que dans l'esprit de Pochettino et sans doute dans ceux des dirigeants parisiens, je pense que Mauro Icardi devrait partir cet été. C'est peut-être aussi pour ça qu'on compte plus trop sur lui, même s'il est efficace. Mais c'est comme l'a dit Clément, c'est quand même bien. On est en lice en Coupe de France, on a une demi-finale à jouer contre Montpellier, peut-être une finale. On est en demi-finale de Ligue des Champions. Il reste 5 journées de championnat, donc je pense qu'il aura du temps de jeu et qu'il marquera encore Icardi parce que c'est encore une fois un très très bon joueur de surface et qu'on a besoin de tout le monde pour finir cette saison. Yacine,
les chiffres de Mauro Icardi cette saison. 22 matchs, toutes compétitions confondues, c'est quand même très peu, mais 15 titularisations, 12 buts, 3 passes décisives. Voilà. Ouais, mais après, nous, c'est pas une découverte. Le problème, c'est toujours. C'est comme beaucoup de joueurs au C'est PSG. intéressant de recontextualiser, de donner les chiffres voilà, d'un joueur qu'on critique souvent, etc., à juste titre, parce qu'il a été blessé, il faut le dire, beaucoup trop souvent cette saison. Mais quand il joue, Mauro Icardi, voilà. Mais en fait, il fait partie du trio Verratti, Neymar, Icardi. C'est-à-dire que Ouais. quand il joue, il n'y a rien à dire. Mais malheureusement, on attend trop souvent qu'il joue. Voilà, et c'est leur problème aux trois. Quand tu regardes, les trois ont participé à moins de 50% des matchs du PSG cette saison en championnat notamment. Bon, voilà, tu te dis quand même que c'est quand même pas normal. Bon, alors, pour une fois, ils sont pour l'instant là au moment où il faut, donc ça va te donner des solutions. Mais, euh, mais voilà, oui, c'est des très bons joueurs, c'est des joueurs importants, c'est des joueurs efficaces. Ils sont critiqués, en vérité, quand tu regardes bien, les critiques, elles sont rarement sur leur jeu à chacun. Elles sont plus sur le comportement ou sur les absences. Oui, oui. Donc, Et sur l'hygiène de vie, parce que tout ce qui va avec, comme, bien sûr, voilà. comme il étale sa vie sur les réseaux sociaux, notamment sa femme, on le voit barbecue, etc. Donc, Il y en a un, c'est barbecue, voilà. l'autre, c'est jeux vidéo, et l'autre, c'est pareil, c'est sorti. Donc, chacun a son truc. Non, mais voilà, après, bon, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que il y a une petite chose un peu différente par rapport à avant, ou par rapport à la saison dernière, c'est que quand il rentre, il a une autre attitude. Voilà. Euh, il est moins, on a l'impression qu'il est moins touché. Voilà. Mais c'est pareil pour d'autres aussi. Les entrants aujourd'hui, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu différent. Alors c'est peut-être tout beau, tout neuf, hein. Je dis pas que Pochettino l'année prochaine il refera la même chose et que tout le monde sera heureux. En tout cas aujourd'hui, quand il fait rentrer des joueurs, on a l'impression que les mecs ils se disent bon bah j'ai que 20 minutes, mais je donne tout 20 minutes. Et moi je pense que alors on va se projeter après sur le match de City, mais c'est typiquement le genre de match où tu vas avoir besoin de tout le monde. Tu peux pas dire je vais faire 90 minutes avec les 11 et puis voilà. Donc c'est très bien d'avoir des possibilités en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Et juste la dernière parenthèse sur Mbappé, vite fait, parce que Clément a dit par rapport au poste de numéro 9, et il a raison. Le seul truc, c'est que quand on parlait du poste de numéro 9, on parlait du poste de numéro 9 dans la configuration où le PSG jouait très haut, dominait les matchs, et finalement avait très peu d'espace. Là, on voit que le PSG, la preuve, ce que dit Clément sur les deux passes de Herrera, c'est des passes il y a 4 mois, tu ne les faisais pas parce que tu n'avais pas cet espace-là. En fait, le PSG, aujourd'hui, on l'a dit, hein, ressemble plus à une équipe de transition, mais il est aussi capable de faire une conservation plus basse pour attirer le bloc adverse et se libérer des espaces. Alors qu'avant, on allait chercher vite très haut, et après, tu restais enfermé là-haut, dans le bloc bas, etc. Et quand tu regardes bien, c'est étrange parce que Paris a l'air de mieux maîtriser les matchs, mais vous regarderez les derniers buts d'Mbappé, ils sont énormément sur des actions dans de la profondeur. Tu vois. Donc, c'est-à-dire que le PSG a trouvé un peu l'équilibre entre avoir le ballon, mais ne pas être trop haut pour s'enfermer dans la densité et donner des espaces à Mbappé. Et la dernière chose, c'est que ces trois-là devant, alors là, c'était Sarabia, mais ce sera Di Maria, ça permet aussi d'avoir du mouvement, de ne pas avoir une position fixe que tu as. Avec Icardi, tu joueras avec un 9 et deux joueurs de côté. Avec Mbappé en 9, on l'a vu, des fois il va à côté gauche et c'est Neymar qui devient un peu neuf, faux neuf. Donc ça permet aussi de créer du doute. Tu vois, tu n'es pas figé. Après, je ne dis pas que c'est figé avec Icardi, etc. hein. Mais c'est une autre façon de voir le jeu. Quoi. Clément, tu voulais dire un petit mot sur Mauro Icardi avant qu'on passe à Manchester City? Bah, moi, j'aime bien, comme l'ont dit Mousse et Yacine, j'aime bien son comportement en ce moment. C'est-à-dire que, en fait, on peut complètement lui faire confiance. Tu sais, on parle souvent de joueurs fiables, joueurs pas fiables, joueurs, on sait pas trop. Lui, c'est complètement un joueur fiable en ce moment. C'est-à-dire que il joue, il revient de je sais pas combien de matchs d'absence, il revient, Il était blessé depuis le 16 mars, il avait une blessure à la cuisse. voilà, donc ouais, un mois. Voilà, il rentre, il marque contre Saint-Etienne, il met un triplé contre Angers, il court. Puis il a même une dose de panache en faisant sa panenka contre le gardien messin. Donc on sent qu'il est bien. On sent que déjà que mentalement il est bien, il est frais parce que pour tenter ça, c'est un. Ah, Voilà, pour tenter une panenka, il faut être quand même bien dans la tête et dans les jambes. voilà, ça reste un grand attaquant. Il a du panache, en plus, il a un peu de vis. Icardi, on le connaît un peu, donc c'est pas un enfant de cœur non plus. Hein. Et à côté de ça, on peut faire appel à lui. C'est-à-dire que
il sait, il a conscience qu'il est relégué à un poste de un remplaçant ou mi-remplaçant du moins, mais il rentre, il est efficace, il boude pas, il montre pas son mécontentement, et ça c'est vraiment bien, et ça c'est vraiment en fait ce qu'on reprochait à Icardi, ou du moins le point d'interrogation, c'est souvent son attitude, sa fiabilité, son comportement. Là aujourd'hui, bah il est là, il est complètement là, et ça c'est super au meilleur des moments pour le PSG. Bon, on a tout dit sur ce Metz Paris Saint-Germain, donc victoire des Parisiens 3-1 qui leur permet d'être toujours à cette deuxième place au classement en Ligue 1. Projetons-nous sur la Ligue des Champions de mercredi. Donc, cette demi-finale contre Manchester City, mercredi soir à 21h au Parc des Princes. Manchester City qui lui aussi a joué ce week-end, mais pas en championnat. Et ils avaient la finale de League Cup à disputer contre Tottenham. Tottenham qui s'est séparé de son entraîneur José Mourinho dans la semaine. C'était Ryan Mason, ancien joueur de Tottenham qui dirigeait le 19, qui était aux commandes de l'équipe. Victoire des Citizens, 1-0 en fin de match sur une belle tête d'Aymeric Laporte. Et donc un trophée en plus cette saison pour Manchester City, les hommes de Pep Guardiola qui ont donc gagné cette finale. Comment aborder ce match, Mousse? Est-ce que, tu peux peut-être en même temps intégrer peut-être la possible composition parisienne dans tes propos, mais comment aborder ce match face à City? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Dans quelle mesure? On sait qu'évidemment, on a tous vu City jouer cette saison. C'est une équipe qui joue très haut, qui exerce un gros pressing à l'image un peu de ce que fait le Bayern. Donc, il y aura forcément des espaces, mais, et j'en parlais peut-être avec Yacine tout à l'heure, peut-être qu'il a vu plus de matchs que City en Ligue des Champions, mais c'est pas la même équipe en Ligue des Champions et en championnat. Mais évidemment qu'il y aura beaucoup à faire contre ce Manchester City-là, Mousse, qui est quand même une équipe redoutable cette saison, qui s'est remis dans le bon chemin, qui a eu un début de saison compliqué et qui là joue très très bien depuis 5-6 mois. Ouais, bah d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de suspense. Je pense qu'ils sont partis pour être champions encore cette année en Première Ligue. C'est une équipe monstrueuse avec beaucoup d'éléments dangereux, avec un banc incroyable. Maintenant, dans la stratégie, pour moi, je pense qu'on l'avait déjà dit, même face au Bayern. Moi, je pense qu'il faut laisser le ballon à City et exercer un gros pressing et à la récupération jouer très très vite en essayant de chercher nos joueurs rapides devant. Et parce que en termes de possession, je pense que ça va être comme le Bayern, ça va être compliqué d'avoir le ballon face à une équipe comme City qui manie tellement bien le ballon, qui est revenu à ses fondamentaux, même si Guardiola, il y a quelques temps, l'avait un peu critiqué parce qu'il avait un peu abandonné ses principes de jeu. Et là, il est revenu vraiment à ce qu'il sait faire. Donc pour moi, ça va être très très dur. Et la différence de ces derniers matchs, c'est que le premier match, on le joue à domicile et qu'il y aura peut-être un peu plus de pression. C'est toujours mieux d'aller jouer à l'extérieur et de finir à domicile. Parce que si City te met 1 ou 2 buts, tu vas commencer à douter, à paniquer, et au match retour, ça sera pas pareil. Donc moi, j'ai pas vu la finale hier. Je pense que Yacine en parlera mieux. Et je sais pas je pense qu'il fera une minute, la minute tactique du coach. Je pense qu'il en parlera. Maintenant, voilà, pour moi, t'as rien à perdre. Laisse le ballon à City. Et à la récupération, il va falloir aller très vite. Il y aura des espaces, comme contre le Bayern. Donc voilà, et puis il va falloir être très très solide derrière. Et pour moi, on l'a dit tout à l'heure avec Clément, l'équipe elle sera simple. T'auras Florenzi à droite, t'auras Marquinhos, Kimpembe. À gauche encore, j'ai un doute sur Diallo ou Baker, parce qu'à mon avis, Kurzawa il prendra pas le risque de le mettre vu le match qu'il a fait samedi. Devant, t'auras Paredes, Gay au milieu. T'auras Verratti derrière les attaquants avec Mbappé, Neymar à gauche, Mbappé en pointe et Di Maria à droite. Et comme l'a dit Yacine, c'est une équipe City qui va te faire courir. Donc, il faudra pas attendre la 80e pour commencer à faire des changements. Normalement, on aura l'équipe complète, donc on aura un banc assez complet. Donc, si tu es en difficulté, si tu sens que tes joueurs commencent à être fatigués à partir de la 60e parce qu'ils ont fait trop d'efforts, il va pas falloir hésiter pour faire des changements. Voilà. Yacine, comment tu la vois, toi, cette confrontation mercredi soir? C'est vrai que c'est, comme vous le disiez, c'est pas la même configuration, parce que tu reçois à l'aller et tu te déplaceras au retour. Si tu prends 1 ou 2 buts à l'extérieur, c'est que ça peut être compliqué. Mais voilà, comment aborder ce match face à City? Est-ce qu'il faut frapper fort d'entrée ou laisser le ballon à City et puis attaquer comme a fait le Paris Saint-Germain en transition, comme ils ont fait contre le Bayern?
Bah déjà, moi je vais te rassurer, c'est pas qu'on va laisser le ballon, c'est qu'ils vont le prendre de toute façon. Donc Oui, à se prendre la tête. Non, j'aurais mais dû le préciser, tu as ouais, raison. Ouais. c'est pas un choix du PSG, ce sera un choix de City, ils vont le prendre. C'est l'équipe qui a le plus le ballon en Ligue des Champions, plus de Ah, 62%. Mais c'est pas une équipe qui a que le ballon. C'est une équipe aussi qui récupère le ballon très haut, dans un contre-pressing qui est beaucoup plus efficace et plus organisé que le Bayern. Le Bayern, c'est un contre-pressing d'intensité, tu vois, avec du nombre, voilà, avec des vagues à l'allemande. City, c'est un contre-pressing qui est très organisé parce que déjà, c'est ce qu'on appelle le jeu de position. C'est un jeu de position où les joueurs sont toujours très proches les uns des autres, ce qui fait qu'à la perte de balle, il y a déjà toujours 3 ou 4 joueurs autour du porteur de balle. Euh, Moi, je ne vais pas être original en disant que la clé, comme contre le Bayern, ce sera évidemment la première sortie de balle et la sortie du contre-pressing. Derrière, il peut se passer plein de choses parce qu'il y aura des espaces. Parce que, par contre, City, tu l'as dit, présente entre guillemets deux visages un en Coupe d'Europe, un en championnat. Je pense que la finale d'hier, elle ressemblera un peu plus. On était un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on était en Angleterre contre Tottenham. Donc, on était un peu en configuration championnat, mais un peu en Coupe d'Europe. C'est-à-dire qu'il y avait. Enfin, voilà, il a fait un mix entre les deux. Ils ont archi dominé quand même. Ils ont Oui, fait. non, mais bien sûr. Mais en fait, je parle En fait, City, avant, avec Guardiola, la ligne défensive, elle suivait constamment le bloc. Ce qui veut dire que tu avais des fois des joueurs qui défendaient à 60 mètres de leur but. Mm. Et en fait, aujourd'hui, Guardiola a adapté son schéma. Alors, l'apport de Juan Malilo a été hyper important dans l'évolution du jeu de City cette saison. L'adjoint de Pep Guardiola. Voilà. Et en fait, la ligne défensive est capable de laisser un espace entre le milieu et eux, quoi, et de reculer pour éviter de trop prendre des contres dans leur dos. Alors, tu te retrouves à avoir des possibilités dans l'interligne, mais par contre, moins d'espace dans leur dos. Là où avant, ils avançaient et ils libéraient tout. Et en fait, après, là, tu pouvais faire exploser, comme l'avait fait Liverpool d'ailleurs euh, en Ligue des Champions, où sur 3 contre, bah, ça avait explosé dans tous les sens parce que c'était n'importe quoi. Là, il arrive à bien gérer et il a notamment recruté, bon, après 500 millions d'investissement, il fallait bien qu'il tombe sur le bon, mais Diaz, derrière, Vegas, ouais. voilà, qui fait énormément de bien, qui soit d'ailleurs avec Laporte, avec Stone, avec voilà. On voit aussi que dans son animation, il est plus forcément attiré par tous ces joueurs de couloir qui viennent apporter, apporter, apporter. C'est-à-dire que moi, je pense que Walker, c'est le plus, entre guillemets, hein, c'est le plus faible des latéraux de City. En fait, il joue parce qu'il apporte un côté un peu plus rugueux dont a besoin justement Guardiola. Dans certains matchs, et on le voit comme par hasard, Walker, il est quand même titulaire en Ligue des Champions et hier en finale de Coupe de la Ligue. Ce qui veut dire que voilà, il apporte quelque chose. Alors après, Walker, il apporte quand même offensivement, mais il a un côté un peu plus. C'est quand même un latéral qui attaque énormément, mais c'est différent du profil de Joao Cancelo Voilà, effectivement, qui apporte plus, peut-être il rentre plus dans l'axe, etc. En fait, Cancelo, ça t'apporte une touche tactique différente. Walker, c'est plus le latéral classique, Mm. mais qui te permet d'être en fait aligné défensivement, donc de fermer des couloirs, etc. Et la dernière chose, c'est dans l'animation offensive, City attaque à beaucoup. Il y a énormément de mouvements. C'est-à-dire qu'on est très loin de ce que fait le Bayern avec Coman et Sané sur les côtés qui ne cherchent qu'à fixer ou attendre les dédoublements. On a Marez qui est capable de rentrer à l'intérieur pour frapper. On a Foden qui vient aussi beaucoup à l'intérieur. Alors, soit pour libérer les couloirs, soit pour mettre de la densité pour échanger à l'intérieur. Ce qui fait que City a un jeu beaucoup plus varié que le Bayern. Il y a des similitudes, Ouais. mais il y a plus de variété. Euh, et City, et c'est là aussi qu'il va y avoir un truc à régler avec Pochettino. Et effectivement, je vais en parler dans la minute que je vais faire, soit ce soir, soit demain, on va voir, parce que le match c'est mercredi. Euh, c'est que City, dans les gros matchs, joue sans neuf. Et en fait, C'est ce que j'allais dire. Ouais, vas-y. ça oblige la défense adverse à trouver un point de repère pour défendre. Et ça, c'est très compliqué. Et j'en avais parlé contre le Bayern avec ce Choupo qui avait joué avant-centre et qui permettait à Kimpembe ou à Danilo d'avoir ce point de repère devant. Là, tu n'en auras pas. C'est-à-dire que ça peut être De Bruyne, Silva, ça peut être Foden, ça peut être Mahrez même des fois qui vient à l'intérieur, mais il n'y a pas de point fixe.
du coup, est-ce que, alors déjà, j'espère le retour de Marquinhos malgré tout, mais est-ce que ça aussi, ça va pas poser un problème au PSG parce que finalement, Paris n'a jamais été confronté à une équipe qui joue réellement sans neuf. Même le Barça, il y a quand même une configuration où tu as un joueur qui est plutôt axial, qui est Griezmann, qui est Messi des fois en faux neuf. Là, tu n'en as pas. C'est-à-dire que Ouais. tu peux te retrouver avec 4 joueurs qui peuvent jouer neuf à n'importe quel moment du match. Et c'est ça qui est particulier, Clément, comme disait Yacine, c'est que c'est une équipe très hybride en fait. D'ailleurs, il n'y a pas de 11 type, ça change énormément. Sterling peut passer un match sur le banc à pas rentrer et puis être titulaire celui d'après. Là, j'ai la compo du dernier match de City en Ligue des Champions, le match retour contre Dortmund. C'était Kevin De Bruyne en numéro 9, avec Phil Foden à gauche, mais Phil Foden aussi, des fois, il est placé en numéro 9 parce qu'évidemment, il y a eu la grave blessure de Sergio Aguero qui a contraint Pep Guardiola à revoir un peu ses plans. Au milieu de terrain, pareil, ça change énormément. Un coup, c'est Rodri. Là, c'était Fernandinho hier. Il y a Bernardo Silva. Il y a Gundogan. Gundogan qui apporte énormément aussi, qui a été le meilleur buteur de City en début d'année, qui score énormément. Donc, Clément, le danger vient un peu de partout à City. Hein. Ouais, bah oui, déjà tu l'as bien dit. Yacine a dit beaucoup de choses sur un peu l'animation offensive et défensive de City. Je pense qu'effectivement il y aura un gros pressing. Donc c'est important que nous on ait des joueurs qui puissent ressortir le ballon. Yacine l'a dit, ça va être le point, enfin la première étape et le premier point central, c'est que Paredes, Verratti et Gay puissent, et voir Kimpembe, parce que Kimpembe parfois relance plutôt pas mal, puissent avoir trouvé des espaces entre les lignes et notamment trouver Di Maria et Neymar qui je pense ne resteront pas le cul sur la ligne et rentreront dans l'axe. Après moi j'ai un point d'interrogation quand même si je vois pas Guardiola renier ses principes et je le vois pas laisser le ballon au PSG. Enfin, je pense que voilà, le City aura le ballon. Mais moi, ça me paraît trop gros un peu cette histoire. Je pense que City, ils savent pertinemment que le match aller au parc, ils doivent marquer. Donc ils doivent trouver des failles. Et je pense qu'ils vont pas tomber dans le même piège que le Bayern. Ou en tout cas, ils vont essayer de pas tomber dans le même piège que le Bayern. C'est-à-dire en montant très haut et en laissant des boulevards derrière. Alors certes, Yacine a expliqué que la nouvelle animation défensive de City permettait à la ligne défensive d'être un peu plus bas et de laisser plus d'espace entre le milieu et la défense. Mais malgré tout, je me demande s'il ne faut pas s'attendre sur certaines séquences à voir le PSG, avoir un peu le ballon et avoir City, pourquoi pas le laisser un peu au PSG pour tenter des coups rapides vers l'avant. Au début, je me suis dit non, c'est sûr que City aura complètement le ballon et on sera derrière comme contre le Bayern. Et au final, plus on avance vers le match, plus je me dis c'est trop gros en fait. Guardiola, il connaît le foot, il sait très bien comment ça va se passer, il sait très bien le PSG. Et même si ses convictions, elles sont ancrées, même si ses convictions, elles ne changent pas, malgré tout, je pense que ce ne sera pas tout noir et tout blanc. Je pense que le PSG aura malgré tout certaines phases le ballon. Et c'est à ces moments-là où il faudra se méfier parce que City, on sait très bien qu'ils doivent marquer à l'extérieur pour faire mal à l'issue du match aller. Donc j'ai un peu plus d'interrogations là-dessus, moi, sur la configuration du match et sur le déroulé un peu des choses. Yacine, je te vais lever la main. Ouais. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que, et c'était avant le tirage, ou juste après, que Guardiola a dit si je dois perdre un match cette saison, ce sera un match comme l'a perdu le Bayern contre le PSG, parce qu'il est vraiment focalisé là-dessus. Moi, je pense que je comprends ce que tu dis. En fait, je pense qu'il y aura une surprise, parce que Guardiola, dans tous ses matchs, il y a une surprise. Par exemple, si, pour ceux qui ont regardé la finale de la Coupe de la Ligue, le positionnement du bloc sur les sorties de balles, quand ça repartait de Lloris ou de derrière, il y avait une position de bloc qui était vraiment du jamais vu. C'est-à-dire qu'il y avait deux joueurs, un peu deux attaquants, une ligne de 4, et il y avait pratiquement 30 mètres après, avec une ligne défensive. Et en fait, en gros, c'était l'idée de dire on vous oblige à allonger. Voilà. C'était même pas comme d'habitude, on vient chercher le ballon. C'était vraiment l'idée on va vous obliger à allonger, nous on va récupérer et on va repartir. Et en fait, du coup, Tottenham s'est retrouvé à faire jouer ces 4 attaquants, enfin ces 3 à 4 attaquants, très haut pour sortir. Et en fait, ils ont cherché long sur Lucas, sur Kane. Et les joueurs de City ont récupéré tous les ballons. Et sur chaque récup, ils étaient déjà 6 dans les 30 mètres adverses à récupérer. Donc Guardiola, il aime trop faire ça. Il aime trop dans chaque match préparer une petite surprise. Alors ça peut être jouer côté droit, jouer côté gauche, insister sur un joueur, bref. Et là, je suis d'accord avec toi, il y aura quelque chose de préparé. Mais en fait, je pense que cette équipe ne peut pas jouer, comme tu as dit, ne peut pas subir. Parce que
c'est une équipe, enfin, j'ai des séquences que je montrerai dans la Minute Coach, il n'y en a pas beaucoup malheureusement, parce que Tottenham n'a pas du tout joué, mais c'est une équipe qui n'aime vraiment pas courir après le ballon. Et même dans l'intention de te dire on va un peu les aspirer et les laisser venir avec le ballon, en fait, c'est une équipe qui n'aime pas ça. Euh, et l'avantage par rapport au Bayern, tu vois, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment une équipe qui a des combinaisons offensives tellement variées que la densité, ça lui fait pas peur. Tu vois, c'est pas le Bayern. Le Bayern, ils ont vraiment des principes très établis. C'est fort, hein, ça met des vagues, mais c'est lisible. Franchement, des fois, tu regardes City, C'est c'est illisible. lisible. Ouais. Ah ouais, tu te retrouves avec un Gundogan qui fait un appel en profondeur dans la surface. T'as De Bruyne qui est de l'autre côté, t'as Foden qui a décroché. Et en plus, quand c'est pas Sterling et c'est Bernardo Silva, c'est encore pire. Ouais. T'as Mahrez C'est qui vrai ce rentre, que tu Bernardo dis parce Silva que le PSG a fait des bonnes sorties de balle contre le Bayern. Et ce sera peut-être un peu plus compliqué de le faire contre City, c'est vrai. Moi, j'ai, Voilà. moi, j'ai une inquiétude, c'est le rôle de Florenzi. Tu sens que physiquement, c'est compliqué de faire plus de 50 minutes, voire 60 Et, minutes, mais et je peux si te tu as dire que Foden en face de toi, si tu as Foden, Foden en ça va face de très vite. Et les toi, prises de balles, elles font très ah, très mal. Après, il y a un moi, truc il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que s'il y a un entraîneur qui connaît bien Guardiola, c'est Pochettino. C'est-à-dire ils ont 20 confrontations l'un contre l'autre. Alors même si Guardiola on a gagné la majorité, je pense que on parle beaucoup de Guardiola et c'est vrai, mais peut-être que c'est Pochettino qui va tenter un truc. Peut-être que c'est Pochettino qui va nous faire une dinguerie. Et ça, je pense qu'il faut pas non plus l'occulter. On a vu la correction au match retour entre l'aller et le retour contre le Bayern. Voilà, je pense que ça va être moi, c'est ce qui m'excite le plus dans ce match, c'est la bataille tactique entre Pochettino et Guardiola. Je pense que ça va être hyper intéressant. Tant qu'il nous fait ce pas un sera 3-5. intéressant aussi de voir Gay au milieu parce que c'est vraiment c'est un match pour Gay, ça. Donc voilà, dans le combat, la bagarre du milieu, je pense qu'on va avoir un grand Idrissa Gay qui se rappellera son passage en première ligue. Tant Donc qu'il nous ouais, je fait pense pas que un, Gay il va se régaler. Ouais. tant qu'il nous fait pas un 3-5-2 à la Lolo White, moi, il peut faire ce qu'il veut, un Pochettino. Tant qu'il nous fait pas une dinguerie comme ça. Ah, mais d'ailleurs, vous parliez de Pochettino, de City qui joue 109. Mais, comment il s'appelle il est revenu, Agüero, non? Oui, il est revenu, mais il est quand même, enfin, diminué. C'est plus Gabriel Jesus même qui a joué à ça. Enfin, quand il est rentré, il a Oui. rentré le match, mais là, il est plus titulaire évidemment dans le 11 type. Et d'ailleurs, il part à la fin de saison, il est en fin de contrat, c'est déjà acté qu'il parte. Donc, je pense qu'il fera évidemment qu'il fait jouer les joueurs aussi, qu'il fera jouer les joueurs dont il a besoin Juste, la saison prochaine. juste Hugo, vu qu'il y a beaucoup de rumeurs sur le retour de Serge Aurier au PSG, je vais dire un mot dessus, puis après je laisserai Yacine, vu qu'il a vu le match hier, nous expliquer pourquoi c'est pas une bonne idée de le faire Ouais, revenir. bizarre. Il faut savoir que quand Pochettino arrive en hiver, il en parle à Leonardo, hein. Mais c'est compliqué, tu vois. Tottenham ne veut pas le lâcher à ce moment-là. Mourinho est contre. Mais c'est vrai qu'en arrivant au PSG, Pochettino voulait venir avec Serge Aurier. C'est pour ça qu'il y a une rumeur. Il n'y a pas de contact, il n'y a rien de sérieux en ce moment, c'est pas vrai. Il y a des articles qui sont sortis, je me suis renseigné, il y a pas de réel contact. C'est une volonté de Pochettino qu'il avait en arrivant. Peut-être que ça changera l'été prochain. Et c'est aussi parce qu'il lui reste qu'un an de contrat et que ça coûtera pas très cher parce que l'option de Florenzi, elle était entre 9 et 12 millions, je crois, et que Aurier, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il est un peu plus jeune que Florenzi et qu'il est international, et qu'il est français, il est franco-ivoirien, pardon, mais il connaît bien la Ligue 1, il a été formé en France. Donc voilà, après, je laisserai à Yacine le soin de nous expliquer pourquoi, selon lui, ce n'est pas une bonne idée. Mais alors, je dis juste aussi pourquoi Pochettino voudrait Serge Aurier parce qu'il correspond plus Yacine aux qualités qu'il espère d'un latéral avec de la densité physique et qui multiplie les appels et les courses. C'est aussi pour ça qu'il est Ouais. intéressé par ce profil. Ouais, à tel point que quand il était entraîneur de Tottenham, il faisait jouer tous les matchs. Et tous les matchs importants. Ah non, c'est pas lui. Désolé. Moi, je comprends pas. Alors moi, il y a des choses dans le foot, des fois, je comprends pas. Un entraîneur, il t'a dans un club. Quand il y a des gros matchs, il sait que t'es pas fiable, il te fait pas jouer. Mais par contre, il arrive dans un autre club, il te veut. Mais c'est extraordinaire. Non, mais écoutez, faut pas le prendre. Moi, si j'ai un message à passer au PSG, ne prenez pas Serge Aurier. Non, mais je vous le dis, il est gentil, c'est un soldat, il court, il se tape. Et regardez la finale de la Coupe de la Ligue et vous allez voir pourquoi il ne faut pas prendre Serge Aurier. Parce que si vous vous plaignez de Florenzi aujourd'hui, mais Florenzi, il a à peu près 200 ans d'avance tactiquement sur Serge Aurier. Et quand je dis 200, je suis gentil. Non, mais franchement, c'est pas possible. Non, mais
Après, Serge Aurier va compenser. Hier en finale, Il est incroyable. sur Sterling, parce qu'il est puissant, parce qu'il y va. Mais non, mais c'est pas possible de pouvoir. Non, mais c'est pas possible d'être professionnel et d'avoir des lacunes tactiques comme ça. Voilà, moi, je veux bien le côté, je compense l'envie, il est généreux, c'est un soldat, etc. Mais il faut arrêter les bêtises 2 minutes. C'est pas possible. Et je le redis, moi, si Pochettino le veut, il faut qu'il m'explique pourquoi, quand il était à Tottenham, il ne le faisait pas jouer, en tout cas pas les gros matchs, et pourquoi aujourd'hui il le veut. Parce que c'est la Ligue 1, parce que Yacine, parce que là, il sait que c'est la Ligue 1 et que c'est beaucoup plus faible et qu'il s'en sortira malgré tout en Ligue 1 plus qu'en Première Ligue. Et la deuxième chose, c'est la deuxième chose. Attends, non, en Ligue 1, Florenzi, Dagba et même Kierer, ça va. Donc, mais moi, je suis d'accord. Je comprends ce que tu veux dire, mais il y a aussi la conjoncture économique et un bon latéral, ça coûte très très cher. Et on sait que voilà, Paris, ils vont pas investir des millions cet été dans le mercato. Donc, il faut prendre un mauvais latéral. Là, ouais. J'ai la solution, moi. C'est ce qu'on va faire. On va faire, Mousse. Tu vas accréditer Yacine pour une conférence de presse du PSG et il posera la question à Mauricio Pochettino. Pourquoi vous voulez avec la langue de bois qui le caractérise, Pochettino, t'imagines bien qu'il ne va pas lui répondre. Non, mais tu poses une question sur Serge Aurier, tu dis oui, c'est votre ancien joueur, on a vu des rumeurs, etc., de possibles arrivées. Est-ce que ça vous intéresse toujours? Et après, écoute, mais pourquoi vous le faisiez pas jouer à Tottenham? La prochaine conférence de presse, c'est Yacine qui la fera et puis il posera la question. Voilà, s'il veut la faire, il la fait, il n'y a pas de souci. Voilà. Tu sais, c'est sur Zoom, hein, donc il faut lever la main, Écoute, on l'a dit ici, hein, voilà, vous avez noté, hein, on essaiera de mettre Yacine sur une conférence de presse prochaine avant la fin de saison et il pourra peut-être poser la question à Mauricio Pochettino directement. On a la chance d'avoir accès, alors autant en profiter, hein, on peut être accrédité. Donc, Et attends, juste, quand je dis tout ça sur Serge Aurier, c'est pas du tout par rapport à ce qu'il a fait à Laurent Blanc au PSG. Hein. Genre, rien à foutre, moi, de ça. C'est sportivement que tu parles, toi. Oui, c'est sportivement. C'est pas... voilà, qu'on soit bien clair. Il n'y a pas de j'en veux pas, ouais, oubliez pas. Moi, ça, c'est leur problème à eux. Ils l'ont laissé faire. C'est leur problème. Moi, Et Clément, t'en penses quoi, toi, Clément? Tu dire son retour, toi? Le mot de la fin pour Clément. Non, mais je suis d'accord avec Yacine. Et quand il était au PSG, déjà, tactiquement, c'était une catastrophe. Dans les gros matchs, il se faisait manger, mais il a un souci de marquage déjà. Il ne sait pas marquer les joueurs sur les centres, donc c'est un gros problème déjà pour un latéral. Alors, vous allez me dire, c'est pas le seul. Bah ouais, mais bon, c'est important quand même. On joue des matchs de Ligue des Champions, donc et je pense sincèrement, même si c'est pas le profil parfait, je pense que Florenzi, il a un aurier dans chaque jambe, vraiment. Tout confondu, tout aspect confondu, dans la combativité, dans la concentration, dans l'apport offensif, dans la qualité de centre. Je pense que Florenzi a un aurier dans chaque jambe. Donc, sauf physiquement, parce qu'Aurier peut courir jusqu'à 90e. C'est ce que j'allais dire, mais par contre, Florenzi, il a qu'un seul poumon. Tu vois. Ah ouais. c'est compliqué, tu vois. Non, et d'après ce qu'on dit, ce serait vraiment une solution par défaut. Visiblement, Mousse, ce que tu dis, c'est que. Et c'est vrai que tu as raison par rapport au contexte économique et tout. Mais à partir du moment où c'est une solution par défaut, faut jamais retourner voir ses ex, les gars. Jamais. Et faut faire pareil avec Aurier. Les ex. Non, mais le PSG va chercher des joueurs en fin de contrat ou avec, tu vois, 1 an de contrat pour négocier le prix à la baisse. Et c'est compliqué. Quels latéraux tu peux prendre? Quels latéraux seront dispo? L'histoire, en plus, là pour le coup, je mêle tous les facteurs, mais l'histoire d'Aurier avec le PSG, on la connaît, elle a toujours été compliquée pour plein de raisons. Franchement, c'est pas la meilleure des idées de le faire revenir, vraiment. En plus, l'homme en lui-même, je le trouve plutôt sympathique, mais franchement, c'est vraiment pas la meilleure des idées de le faire revenir. Et dernière chose, Hugo, Nasser El Khelaïfi l'adore. Hein. Donc ça peut jouer aussi en sa faveur. Donc il a toujours été proche, ils ont gardé contact et c'est vrai qu'il a beaucoup d'affection pour Serge Aurier, le président. Je comprends pas. Bon, en tout cas, le message du podcast, hein, les ex, c'est comme la prison. Si tu y retournes, c'est que t'as pas compris. C'est ça, ouais. Voilà, exactement. Écoutez, on a encore le temps de voir venir le marché des transferts et les possibles recrues pour le Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que Yacine voulait en parler parce qu'il avait vu sa finale contre Sicile. Il a dit, je voudrais te dire un petit mot sur Serge Aurier. Bon, je savais pas que ça allait partir jusque-là. On n'ira pas se balader du côté de Sevran, Yacine. Hein. On va avoir des problèmes, tu vois. Écoutez, moi, j'ai rencontré Serge Aurier plusieurs fois dans le cadre de mon travail. C'est un charmant type. Non, mais c'est un beau mec, hein. Franchement. Blague à part, c'est vraiment un bon mec. Il n'y a pas de souci. Je dis pas que ça compense le fait qu'il ait certaines lacunes, mais en tout cas, c'est un vrai amoureux du PSG. Il adore le club et il a toujours dit que s'il pouvait revenir, il viendrait. Donc,
Je ne sais pas s'il reviendra la saison prochaine, mais en tout cas, je pense que c'est dans ses projets aussi de revenir un jour au Paris Saint-Germain. Juste pour finir, tu sais, le problème aujourd'hui, c'est que quand tu critiques un joueur, tu dis qu'il est pas bon tactiquement, tu as l'impression que tu insultes sa famille, sa descendance, que tu remets en question toute son éducation. Tu sais, c'est un truc de fou, c'est-à-dire que comment tu peux dire ça? Bah écoute, il est pas bon tactiquement, stop. J'ai pas dit qu'il a été mal élevé, mal éduqué, que c'était pas un bon gars dans la vie. Je parle de terrain, moi, c'est tout. Et aujourd'hui, c'est le problème, c'est que quand tu dis ça, tu as l'impression que t'as insulté toute sa famille, quoi. Non, mais oui, Par contre, les gens adorent insulter un mec comme Cavani, n'est-ce pas, Clément? Hein, qui lui n'a jamais insulté son entraîneur, hein, tu vois. Non seulement j'en ai pas parlé aujourd'hui, et j'ai dit que Icardi avait été très bon. Voilà, on aura quand même réussi à placer 2 fois Cavani dans le podcast, donc voilà. Quand il y a Clément, faut toujours. Obligé. Je suis pour rien. Mais en plus, ouais, c'est vrai, c'est pas du fait de Clément, c'est Mousse qui a placé Cavani comme ça dans le podcast. C'est pour emmerder les cons. Ah. Bon, en tout cas, on a été complet. Évidemment, on se donnera rendez-vous jeudi après donc cette demi-finale aller entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Gros match pour les Parisiens qui les attend. Et on espère arriver jeudi comme d'habitude. Je le dis à chaque fois, mais c'est normal. Débriefer ce match avec le sourire jeudi matin, donc entre les deux équipes. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un bon début de semaine et puis on se donne rendez-vous à jeudi. Merci Yacine, merci Mousse et merci Clément. Bon. Encore une fois, excellent podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, à commenter. On regarde tous vos commentaires comme d'habitude. Et la minute tactique de coach Yacine, hein, qui sera diffusée. Elle sera diffusée quand, Yacine? Ce soir ou demain matin. On va tout faire pour qu'elle soit ce soir. Je vais pas te lâcher, Yacine, t'inquiète pas. Voilà, il y a du contenu qui arrive sur la chaîne YouTube de Planète en tout cas. Salut à tous et une bonne journée. Ciao. Ciao.